à toutes et bonjour à tous, chers amis, mesdames, messieurs, au nom des présidents des 5 départements des Hauts-de-France qui sont avec moi ce matin, on s'est mis en un lieu commun. Eh bien, je vous remercie vraiment de participer à cette rencontre mutuelle qui se passe à distance, encore une, situation sanitaire oblige. Mais je pense et j'espère que nous pourrons très vite nous retrouver lors de nos événements futurs, en région ou dans chacun des départements, dans des conditions beaucoup plus traditionnelles et surtout avec davantage de convivialité. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui nous préoccupe tous. Il est lié à notre quotidien, à notre environnement. Il s'agit du lien entre la santé et l'alimentation. Dominique Bouny, enseignant-chercheur en génie biologique et alimentaire, animera le premier temps de cette rencontre par une conférence « Se nourrir en temps de crise vers des systèmes alimentaires durables, sains et citoyens ». Cette conférence sera suivie d'ateliers qui seront animés par nos partenaires. Camille et Hélène de l'Union régionale de la mutualité française animeront 2 d'entre eux. Et le 3e sera animé par Christine et Henri, qui sont militants associatifs de l'alimentation durable. Vous pourrez rejoindre l'atelier de votre choix grâce au lien de connexion prévu dans le mail que vous avez reçu. Les détails vous seront réexpliqués en temps utile. Je remercie très sincèrement notre conférencier et nos animateurs d'atelier qui n'ont pas hésité à nous consacrer une partie de leur week-end pour être avec nous ce matin et qui ont passé du temps pour préparer ce temps de rencontre. Je veux aussi remercier les militantes et les militants, les correspondants, les salariés aussi de MGEN. C'est grâce à vous toutes et tous aussi que cette rencontre peut voir le jour. Alors, l'objectif des rencontres mutuelles de la MGEN, c'est de renforcer le lien entre nous et de nourrir notre réflexion dans notre engagement sociétal. Je vous souhaite donc une matinée très fructueuse, riche en enseignements et en débats. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Dominique Bouny. Voilà, je pense que j'ai téléchargé et vous partagez ma présentation. Donc, merci Dominique. Et donc, c'est un autre Dominique qui prend la parole. Donc, je suis très content aujourd'hui d'intervenir dans votre assemblée annuelle pour vous présenter mon intervention « Nourrir et se nourrir en temps de crise vers des systèmes plus durables et plus citoyens ». Si l'on regarde plus attentivement les différents termes contenus dans le titre de ma présentation, ils ont chacun leur utilité pour annoncer ce dont nous allons parler. D'abord, se nourrir, et j'ai choisi ce terme plutôt que manger, qui, dans notre inconscient collectif, pourrait renvoyer davantage à une notion de remplissage quantitatif qu'à d'autres fonctions essentielles de l'acte alimentaire dont nous reparlerons. Mais aussi nourrir, car il ne s'agit pas simplement de s'alimenter individuellement, mais aussi de la responsabilité ou de l'intérêt que nous avons de nourrir les autres, sa famille, ses amis, sa communauté, etc. Crise au singulier d'abord, et on pense alors à celle récente de la Covid-19, mais aussi au pluriel, tant les menaces qui pèsent aujourd'hui sur notre alimentation sont nombreuses, réchauffement climatique, désordre économique et politique, etc. Système alimentaire, notion qui élargit le terme alimentation à son mode d'organisation, du champ à la fourchette et aussi aux déchets. Vert, car nous parlerons de la nécessaire transition de ces systèmes alimentaires vers de nouveaux systèmes à imaginer face aux différentes menaces qui le déstabilisent. Et enfin, dans ce geste si personnel, si quotidien et si universel qu'est l'acte alimentaire, nous parlerons d'attentes légitimes, de durabilité, de santé, de citoyenneté, mais aussi de démarches participatives et inclusives. Je voudrais tout d'abord me présenter rapidement, car mon itinéraire, mon domaine d'expertise et puis aussi mes centres d'intérêt expliqueront l'angle de mon intervention. Tout d'abord, je suis enseignant à l'Université de Lille, où j'enseigne la technologie alimentaire, c'est-à-dire les techniques qui permettent de transformer, conserver, distribuer les aliments. Je ne suis donc pas un agronome, ni un spécialiste à la nutrition, même si je suis convaincu que ces connaissances sont essentielles à la compréhension et la maîtrise de l'utilisation des aliments,
Mon intérêt va donc vers la façon dont les savoir-faire traditionnels ou innovants concernant la transformation des aliments peuvent contribuer à en améliorer la qualité et la valeur. Enfin, mon domaine de recherche depuis le début de ma carrière concerne la façon dont les sciences et technologies alimentaires peuvent aider à améliorer la réponse humanitaire dans le cas de catastrophes et conflits plus ou moins lointains, ou de façon plus rapprochée dans des situations de nouvelle précarité alimentaire auxquelles nous sommes confrontés depuis quelques années dans nos pays riches. C'est ce que nous appelons l'ingénierie alimentaire humanitaire, nouvelle discipline que nous avons initiée dans un groupe de travail international, HFST, pour Humanitarian Food Science and Technology, avec une conviction forte, portée par l'engagement de toute une carrière. Ces crises auxquelles nous sommes confrontés, notamment alimentaires, et que nous observons de façon récurrente sur les théâtres d'intervention lointains, préfigurent celles qui se préparent dans nos pays riches et auxquelles nous sommes insuffisamment préparés. Vous l'avez compris, nous n'allons pas vraiment parler de diététique ni de survivalisme, mais plus de plaisir et de culture alimentaire. Voilà ce dont nous allons parler. Tout d'abord, une mise en situation, puis le rappel de quelques concepts qui me semblent utiles pour bien cadrer la réflexion. Puis, je vous propose une démarche en 3 temps. D'abord celui du diagnostic, celui de l'action et enfin celui de l'évaluation avant de conclure. Dans cette première partie, nous allons rappeler pourquoi et comment nous nous alimentons, quels sont les signaux d'alerte qui témoignent d'un monde en crise auquel nos modes d'alimentation vont devoir s'adapter et dont le signe le plus récent et le plus visible est certainement l'actuelle pandémie de la Covid-19. Rappelons tout d'abord les 4 fonctions principales de l'alimentation et du coup les 4 raisons pour lesquelles nous nous alimentons. D'abord, pour se faire plaisir. Ensuite, bien sûr, pour nourrir son corps. Je suis ce que je mange. Mais aussi, certainement, pour partager avec les autres et créer ainsi du lien social, mais dans certains cas aussi se conformer à certaines exigences sociales. On mange en effet souvent par conformisme, par rapport à ce que nous dicte notre appartenance à un groupe social, ou aussi par rapport à tout ce que cela dit de notre statut social. Et enfin, aussi pour participer à une tradition alimentaire, à une culture alimentaire que l'on apprend petit à petit dès son enfance, que l'on revendique et que l'on souhaite transmettre. J'ai placé ici en premier la fonction plaisir, car dans notre modèle alimentaire français, cette attente est certainement très souvent le premier moteur de notre comportement alimentaire, bien avant de répondre à des besoins physiologiques, nutritionnels, connaissances qu'en tant que braves animaux dénaturés, la plupart d'entre nous ont perdu. C'est pour cela que mon exposé mettra davantage en avant les dimensions culturelles et plaisirs de notre alimentation que les seules prescriptions nutritionnelles. Comprendre notre alimentation en tant que mangeur ou en tant que chercheur intéressé par le fait alimentaire, c'est la resituer dans sa complexité et pour cela mobiliser des savoirs et des centres d'intérêt multiples. Des connaissances concernant l'aliment lui-même et son environnement, et qui relèvent de ce que nous pourrons appeler, que nous appelons traditionnellement les sciences exactes. D'autres connaissances qui relèvent de l'histoire de l'alimentation. Comment, depuis l'aube de l'humanité, l'homme s'est nourri en allant chercher ses ressources dans son environnement, de quelle histoire intime parle son alimentation au cours des âges, et ce que cela nous apprend sur nous. Et enfin, des connaissances sur nos pratiques alimentaires qui vont mobiliser ce que nous appelons les sciences humaines. On le voit, s'intéresser à ce que l'on mange et comment on mange, c'est atteindre à cette complexité, à cette richesse d'expérience et de connaissances, c'est à cette disponibilité d'esprit et à ce fascinant voyage initiatique que je vous invite aujourd'hui. Pour ceux que cela intéresse, je présenterai en fin d'exposé un certain nombre d'ouvrages grand public, dont ce livre merveilleux de Jacques Attali, que je vous engage vivement à lire. En tout cas, au moins son introduction, que vous trouverez en libre accès sur Internet, et qui dit tout, et de délicieuse manière, sur notre rapport à l'alimentation, et à travers lui, qui parle de notre histoire, de ce que nous sommes, de notre culture. Revenons d'abord sur la première fonction de l'alimentation que j'ai introduite, donc cette fonction plaisir, si universelle, si présente de tous les temps, comme le dit ici Brillat-Savarin,
Et c'est une fonction largement aussi, on le verra, associée aux fonctions sociales et identitaires sur lesquelles nous reviendrons. Ainsi, le banquet, comme dans cette fresque ancienne qui remonte de l'époque égyptienne, le repas partagé en famille ou avec des amis a de tout temps, mais aussi partout été un marqueur fort de nos traditions, de nos modes de vie, de ces cultures diverses que chaque société revendique et souhaite transmettre. L'évolution récente de nos modes de consommation interroge néanmoins ce modèle et notamment la durabilité de nos pratiques. Et elle nous interroge aussi sur ce que cela dit de nos sociétés et de la façon dont nous nous organisons et dont nous organisons notre alimentation. Sur cette photo, on voit jusqu'où peuvent nous mener la perte de lien avec notre alimentation et la déstructuration de nos pratiques alimentaires. Je traduis le petit texte en anglais. Il y a longtemps, dans un pays très lointain, il y avait ce moment de la journée qu'on appelait le repas. Et en même temps, on voit aussi l'exploitation commerciale à droite que le marketing sait en faire pour faire la promotion ici d'un service marchand de circuit court, présenté comme un art de vivre retrouvé et en retour à nos traditions, un peu comme une Madeleine de Proust. Comme quoi l'alimentation est décidément au cœur de nos préoccupations et de celles de nos sociétés. Nous venons de parler de patrimoine alimentaire comme une des fonctions fortes de l'alimentation qui permet à l'homme de construire son identité individuelle et collective. Dans cette diapo, je voudrais montrer comment, en France particulièrement, mais aussi dans de nombreux autres pays, ce patrimoine est entretenu et participe à notre mémoire collective. Tout d'abord, cette passion, bien française, mais aussi partagée, que nous avons pour la littérature culinaire, la transmission des recettes et des savoir-faire. Transmission qui a commencé oralement dans les familles, souvent de façon écrite dans des cahiers, que l'on retrouve dans des livres de vulgarisation, des ouvrages savants, comme cet inventaire du patrimoine français qui a été mis en place dès 1992 et qui aujourd'hui couvre toutes les régions de France. Mais aussi, on va mentionner cette démarche volontariste qu'a menée la France en 2010 pour faire inscrire le repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l'humanité mis en place par l'UNESCO. Et à ce titre, la France a été la première à revendiquer cette inscription et elle a été suivie depuis par d'autres pays qui ont aussi demandé d'inscrire certaines formes de leur tradition alimentaire. Revenons maintenant sur la deuxième fonction importante de notre alimentation, la fonction physiologique et biologique, et cela sans rentrer dans le détail, mais en décrivant les mécanismes physiologiques de la prise alimentaire en réponse à nos besoins. Je vais rappeler ici brièvement les 3 phases de la prise alimentaire et les dérèglements que peuvent apporter leur mauvaise régulation. On commence par une phase dite préprandiale, c'est-à-dire avant la prise alimentaire, par exemple avant le petit déjeuner, qui se termine dès que des physiologiques de faim nous poussent à manger. Ce qui initie alors cette phase prandiale de prise alimentaire du repas, du petit déjeuner, phase qui se termine quand on est rassasié, avec ce sentiment de ventre plein qui est également un signal physiologique. J'insiste pour dire que normalement, ces 2 signaux sont bien des signaux physiologiques. Alors, je ne vais pas revenir dans le détail, mais qui sont régulés par des mécanismes hormonaux et nerveux. S'ensuit alors une phase dite postprandiale, où le corps n'a plus faim et se retrouve dans l'état de satiété, de relatif bien-être, jusqu'au prochain signal de faim qui déclenchera une nouvelle prise alimentaire. Sur cette diapo, je reprends ici schématiquement 2 mécanismes qui peuvent affecter la durée de cette prise alimentaire et qui peuvent conduire à des dérèglements de notre alimentation et à des conséquences physiologiques de mauvaise nutrition ou de malnutrition. Dans le premier mécanisme, une non-réponse provoquée ou subie aux signaux de faim ou de rassasiement peut entraîner une réduction plus ou moins forte de cette phase prandiale et en conséquence une insuffisance de l'apport alimentaire qui va se traduire par des comportements ou des situations d'anorexie
et dans les cas les plus graves et les plus prolongés ou aigus, de malnutrition par déficit. Dans le deuxième mécanisme, un allongement plus ou moins important de la phase prandiale, par anticipation de du signal de sensation de faim, suite à des stimuli extérieurs, et donc là, c'est des stimuli extérieurs qui peuvent venir perturber les signaux physiologiques, ou d'autres signaux qui peuvent, par des stimuli extérieurs aussi, décaler cette phase de rassasiement, peuvent provoquer un allongement de cette phase prandiale et conduire à des situations de surpoids, voire d'obésité. On notera que ces dérèglements alimentaires, par déficit ou par excès, conduisent à des situations qui affectent aujourd'hui une grande partie de l'humanité et qui, dans certains pays, peuvent même se superposer. Et on appelle ça le double fardeau de la malnutrition. C'est aujourd'hui une des causes principales de mortalité dans le monde. C'est donc bien à ces signaux physiologiques d'un côté, mais aussi extérieurs, que notre corps doit être sensible pour éviter les dérèglements nutritionnels que je viens de décrire et qui relèvent de pratiques alimentaires qui peuvent être inadéquates ou qui peuvent provenir de problèmes, on va en reparler, d'accès à l'alimentation. Après avoir rappelé les fondements de notre alimentation et de nos systèmes alimentaires, regardons maintenant les diverses crises qui peuvent l'ébranler et qui expliquent pourquoi il est urgent d'identifier, de connaître ces différents chocs ou crises pour essayer d'en atténuer l'impact. Pendant longtemps, nous avons vu ces crises uniquement avec l'œil distrait de celui qui en entendait parler de temps en temps aux actualités, et le plus souvent dans des pays dont l'éloignement nous mettait à distance de ces réalités. On parlait de catastrophes naturelles, on en parle encore, de conflits armés avec son lot de populations déplacées, de pandémies. Aujourd'hui, ces crises sont à nos portes, sous une forme certes atténuée, mais souvent fortement déstabilisatrice, et qui peut annoncer des désordres plus grands. On parle de réchauffement climatique, mais aussi de migration, de problèmes économiques, de gaspillage, de crise sanitaire à répétition, de pollution et de Covid-19, qui sert de révélateur à grande échelle des perturbations systémiques qui peuvent nous atteindre. La mise en parallèle de ces deux situations, là-bas, dans des contextes dits humanitaires, et ici, nous permet de préfigurer le mode de réponse en place pour gérer les crises qui nous affectent aujourd'hui et nous affecteront dans le futur, en s'inspirant du principe de continuum, aujourd'hui mis en avant par la communauté humanitaire internationale pour gérer les crises humanitaires. Une phase d'anticipation avant les chocs, une phase de réponse, une phase de réhabilitation et une phase de développement, éventuellement pour ramener à un rééquilibre, à une reprise de la vie normale. Donc, on voit qu'au niveau de la communauté internationale, aujourd'hui, on essaye de dépasser vraiment le stade de la réponse immédiate pour vraiment replacer ça dans un continuum, d'une part pour embrayer le plus vite possible sur des phases de réhabilitation et de retour à la vie normale, mais aussi pour anticiper ces crises. Et c'est ces notions qui me semblent particulièrement intéressantes à replacer dans notre système actuel. Dans cette deuxième partie, nous allons rappeler 5 concepts qui sont des outils particulièrement utiles, me semble-t-il, pour la réflexion et pour l'action par rapport à tous ces questionnements que nous pouvons avoir sur l'alimentation. Le premier concept que je voudrais introduire et qui est peut-être le plus important à rappeler, c'est celui du droit à l'alimentation, tel que défini dès 1948 dans la Déclaration des droits de l'homme. Cette première définition a été depuis affinée par la FAO, donc l'organisme des Nations Unies en charge de l'agriculture et de l'alimentation, lors du premier sommet mondial de l'alimentation, et a été définie comme le droit de chaque être humain d'avoir accès à une alimentation saine et nutritive, conformément au droit à une nourriture adéquate et au droit fondamental de chacun d'être à l'abri de la faim. Cette nouvelle définition jette les bases de la notion essentielle de sécurité alimentaire que nous introduirons plus tard. S'il est universel, ce droit à l'alimentation est néanmoins certainement l'un des plus violés, du fait de causes primaires comme les conflits, les chocs climatiques, mais aussi de causes plus profondes,
et du coup plus compliquées à traiter, comme les inégalités de genre, de race, mais aussi d'accès aux ressources, ainsi que l'influence grandissante et pas toujours bienveillante de certaines entreprises ou de certains groupes financiers. Ces différents facteurs impactent fortement l'accès des populations à une nourriture suffisante, nutritive et saine, ainsi qu'aux ressources nécessaires à la production de leurs aliments, éléments qui affectent directement leur sécurité alimentaire, cette notion sur laquelle nous allons maintenant revenir plus en détail. Donc, le deuxième concept que je voudrais introduire ici, c'est celui de sécurité alimentaire, que l'on traduit de l'anglais food security, qui en anglais définit plus clairement cette notion de sécurité alimentaire. Le food security est en anglais différencié de ce qu'eux appellent le food safety, qu'on traduit aussi en français comme sécurité alimentaire et qu'on pourrait plutôt traduire sous le terme de sécurité sanitaire. Donc ici, on ne va pas parler de sécurité sanitaire, mais bien de sécurité alimentaire, une notion qui apparaissait déjà dans les définitions précédentes. Ainsi, le sommet mondial de l'alimentation, dont j'ai parlé, le définit comme la situation où tous les êtres humains ont à tout moment la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Cette définition est intéressante parce qu'elle permet de définir les 4 dimensions de la sécurité alimentaire et qui me semblent vraiment être des points de vue importants à garder en tête dès qu'on va parler d'alimentation et de problèmes de dérèglement de cette alimentation. Première dimension, la disponibilité des aliments. Est-ce qu'ils sont disponibles dans nos productions, nos importations ou dans certains pays au titre de l'aide alimentaire? Deuxième dimension, l'accessibilité aux aliments qui sont disponibles et on peut s'interroger sur des situations d'accessibilité physique. Est-ce qu'il y a des magasins autour de nous? Est-ce qu'on a la logistique, le transport qui nous permettent d'acheminer cette alimentation, mais aussi d'accessibilité économique, financière, pouvoir d'achat et sociopolitique. Est-ce que les normes, la culture peut être un frein ou encourager à accéder à cette alimentation? Troisième dimension, l'utilisation des aliments auxquels nous avons accès par notamment les pratiques culinaires, mais aussi les pratiques de bonne conservation des aliments. Et en dernier lieu, de quelle manière ces 3 dimensions vont être stables dans le temps, et notamment en réponse à des chocs, comment ces 3 différentes dimensions de disponibilité, d'accessibilité, d'utilisation vont être plus ou moins perturbées en situation de choc. Troisième concept qui me semble important de rappeler, parce qu'il y a souvent pas mal de confusion à son terme, c'est la notion, à son niveau, c'est la notion de qualité alimentaire. Et la qualité, nous, dans notre discipline et dans le monde professionnel, est bien normée, bien définie, et c'est ce que l'on entend comme la conformité aux spécifications annoncées, préétablies. Donc, cette conformité à des spécifications, elle peut être déclinée dans 5 dimensions. Conformité par rapport à des prescriptions nutritionnelles, ça va être la valeur nutritionnelle. Une dimension qui va regarder les caractéristiques hygiéniques, les caractéristiques sanitaires, donc la qualité sanitaire, mais aussi une dimension qui va toucher les caractéristiques sensorielles, hédoniques, la couleur, le goût, etc. Une dimension qui va toucher ce qu'on appelle les qualités de service, par exemple la mise à disposition, la praticité d'utilisation, le do-it-yourself, le facile à préparer, mais aussi la valeur sociétale et donc la durabilité. Donc c'est important de garder en tête ces 5 dimensions et de ne pas les restreindre, soit à une qualité uniquement sanitaire ou une qualité uniquement nutritionnelle ou une qualité uniquement gustative, mais c'est bien sur ces 5 dimensions qu'une alimentation qualitative doit porter. Le quatrième concept que nous avons besoin de rappeler est celui de système alimentaire qui permet de prendre en compte l'ensemble des activités, des acteurs et de leurs interactions, du champ à la fourchette et au-delà, jusqu'aux déchets.
On y retrouve ainsi, d'amont en aval, les 5 étapes de production agricole dans le champ, et aussi de la façon de se procurer tous les intrants dont on a éventuellement besoin, de transformation de ces productions, mais aussi de transport, de distribution, d'acheminement de ces produits bruts ou transformés jusqu'au consommateur, d'achat et de consommation, et en dernier lieu, de gestion des déchets qui vont être générés. On pense principalement aux emballages et, dans les cas les plus vertueux, de la réutilisation plus ou moins partielle de ces déchets, quand cela est possible, plutôt que leur simple élimination, qui s'avère coûteuse et préjudiciable à l'environnement. Il est important de noter que cette notion de système alimentaire impose d'avoir une approche globale et exhaustive de ces différents éléments, et de le voir en termes d'interaction, plutôt que de porter le focus que sur l'une ou l'autre de ces activités, comme par exemple la production agricole ou la transformation ou la distribution, et du coup sans tenir compte des autres. Ainsi, par exemple, on a coutume de dire que la qualité d'un aliment que nous consommons ne provient pas de nulle part, mais qu'elle se construit pas à pas, tout au long de son itinéraire technique, du champ à notre assiette, et qu'à ce niveau, chaque étape apporte sa contribution spécifique et décisive. Notre système alimentaire français est caractérisé par un fort goulot d'étranglement. En amont, 436 000 exploitations agricoles, en aval, 67 millions de consommateurs. Et au milieu, 300 grosses entreprises qui concentrent 85% du marché de la transformation, et seulement 6 centrales d'achat qui concentrent à elles seules 92% du marché de la distribution. C'est un mode d'organisation qui est assez spécifique à la France et dont il faut tenir compte. Le cinquième et dernier concept dont nous avons besoin est de rappeler celui du développement durable et de ses 4 piliers. Un pilier environnemental, celui auquel on fait le plus souvent référence, préserver la planète, et donc qui renvoie à la durabilité de notre environnement, mais on ne doit pas oublier aussi d'autres notions et d'autres dimensions tout aussi importantes, qui sont la durabilité économique des activités, des ressources, de l'énergie, la durabilité sociale de nos organisations sociales, et aussi la durabilité culturelle, qui est peut-être un peu moins mise en avant classiquement dans le développement durable, mais qui est pour l'alimentation particulièrement importante quand on se réfère à cette dimension, ces notions de rattachement à un patrimoine alimentaire. Donc, cette définition de l'alimentation durable appliquée de la durabilité appliquée à l'alimentation a permis à la FAO encore de redéfinir en 2010 ce que doit être une alimentation durable, c'est-à-dire des régimes alimentaires qui contribuent à protéger et à respecter la biodiversité et les écosystèmes, qui sont culturellement acceptables, économiquement équitables et accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs et sains, et qui permettent d'optimiser les ressources naturelles et humaines. Et on voit du coup que cette notion d'alimentation durable est quand même beaucoup plus large que si on la restreint juste à un impact environnemental. Au-delà de notre seule alimentation, les impératifs de développement durable doivent donc orienter nos systèmes alimentaires que nous avons introduits. Et là encore, ça a été défini et c'est repris de façon consensuelle par la FAO, mais aussi par Olivier de Schutter, qui a été un des premiers rapporteurs des Nations Unies sur l'alimentation et qui était quelqu'un de très militant, qui a mis en avant ces notions de système alimentaire durable. Et on voit ces définitions aujourd'hui incluent une grande partie des mots-clés dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. Impact environnemental, bien sûr, mais aussi sécurité alimentaire et nutritionnelle, vie saine, engagement pour le futur, biodiversité et écosystème, acceptabilité culturelle. Vous voyez, on parle de cette notion, acceptabilité économique, acceptabilité physique, allocation optimale des ressources.
Donc ça trace pour nous des engagements à remplir pour préparer nos comportements et nos organisations alimentaires à accompagner une nécessaire transition vers des systèmes plus durables. Donc ici, repris de façon schématique, et je vais passer rapidement sur cette diapositive, on peut reprendre toutes ces définitions et toutes ces notions, comme l'a fait les auteurs qui sont cités ici, sous 6 dimensions, des besoins en aliments, des nutriments, de la sécurité alimentaire et de l'accessibilité, une dimension plus propre au bien-être et à la santé, une dimension qui va regarder la biodiversité, l'environnement, le climat, une autre qui va s'intéresser aux notions d'équité, de commerce équitable, une cinquième qui va regarder le respect à l'environnement, la proximité, la saisonnabilité, et puis cette dimension patrimoniale qui est de plus en plus revendiquée, la transmission à travers elle des savoir-faire. Plus globalement, ces engagements de développement durable ont été synthétisés en 2015 par les États membres de l'ONU sous forme d'une charte qui reprend les 17 objectifs à atteindre en termes de développement durable et qu'on regroupe le plus souvent en 5 domaines d'intérêt, peuple, prospérité, planète, paix, partenariat, et qui est un objectif qui est aujourd'hui répercuté à l'ensemble des pays, mais qui peut que chaque organisation, chaque pays, chaque organisme peut s'approprier. Et sur ce schéma qui avait été repris par Murray en 2018, on voit que sur les 3 dimensions principales du développement durable, du social, de l'économique ou de l'environnemental, ces différents objectifs, numérotés de 1 à 17, sont mobilisés ou sont mobilisables, par exemple pour le social, sur la dimension d'accessibilité financière et des droits fonciers, des habitudes alimentaires, de l'inclusion des femmes et des enfants, de l'éducation, la suralimentation et les situations de surpoids, la malnutrition, etc. Donc, c'est un schéma qui peut paraître certes un peu conceptuel, mais qui est très intéressant parce qu'il permet de mobiliser un outil de réflexion, de catégorisation et d'inventaire des points que l'on doit mettre en œuvre ou que l'on souhaite mettre en œuvre. Après ce rappel de notions qui me semblait nécessaire pour la compréhension, venons-en maintenant aux 3 étapes que je vous propose pour réfléchir et agir sur notre alimentation en temps de crise, en commençant par celle du constat et du diagnostic. Rappelons tout d'abord les principaux chocs qui nous impactent aujourd'hui et qui certainement le feront encore plus demain, chocs qui mettent à mal notre système alimentaire. Une forte augmentation de la production des gaz à effet de serre avec en corollaire un réchauffement climatique important qui déstabilise durablement nos systèmes de production, une forte augmentation des migrations qui viennent déstabiliser les pays d'accueil, même si aujourd'hui l'Europe est encore relativement protégée par rapport aux pays d'accueil qui sont limitrophes des zones en crise. On pense par exemple à la Syrie et les pays limitrophes. Une forte augmentation du gaspillage alimentaire, près d'un tiers de la production alimentaire globale perdue, et ça quasiment partout, même en France, et qui se répartit sur les différentes étapes, les différents étages du système alimentaire, de la production à la transformation, et notamment en ce qui nous concerne au niveau domestique. En France, près de 30 kilos par habitant et par an sont gaspillés. L'irruption brutale et imprévue de la Covid-19, qui, au-delà de ses effets sanitaires immédiats, a surtout déstabilisé nos économies, notamment notre système alimentaire, comme nous le verrons par la suite. Quelles peuvent être les conséquences de ces chocs au niveau planétaire ou plus local? D'abord, on observe un redémarrage de la faim dans le monde, alors qu'elle déclinait depuis plusieurs années. Et en même temps, on voit apparaître dans nos pays riches ce qu'on appelle des nouvelles précarités alimentaires auxquelles nous n'étions pas habitués et dont témoigne par exemple la montée en puissance des systèmes d'aide alimentaire et autres filets de sécurité comme les Restos du Cœur. La montée aussi en puissance des maladies et de la morbidité directement liées à nos modes d'alimentation, plus globalement, souvent ce qu'on appelle les aliments ultra transformés. Aussi, une inquiétante perte de biodiversité qui non seulement met en péril l'avenir de la planète,
mais aussi contribue à uniformiser nos pratiques alimentaires et fragilise ainsi les 4 composantes de notre sécurité alimentaire, hein, pour mémoire, la disponibilité des aliments dans sa diversité, leur accessibilité, en modifiant l'utilisation, en modifiant les pratiques alimentaires, en les uniformisant, et la stabilité dans le temps, et donc la capacité à être résilient face aux chocs. Pour prendre le seul exemple de la COVID-19, qui encore une fois peut être vu comme le révélateur de ce qui peut nous attendre dans le futur, comment celle-ci a-t-elle impacté notre système alimentaire? Sur ce schéma, que je reprends d'une publication sur laquelle je reviendrai par la suite, on voit que tous les étages de notre système alimentaire ont été fortement affectés. Des intrants agricoles, de la production d'intrants agricoles, à la production, à la transformation, à la distribution, à la consommation, mais aussi aux activités de transport, sans compter aussi l'impact que cela a pu avoir sur notre politique foncière et agricole. Donc on voit, et beaucoup de choses ont été écrites à ce niveau, que la situation actuelle a fortement déstabilisé notre système alimentaire aux différents niveaux de son organisation. Comment, en particulier, peut-on expliquer l'effet de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire? L'aggravation de l'insécurité alimentaire dont j'ai parlé précédemment peut être expliquée en regardant les 2 principales mesures qui ont été prises pendant la pandémie. D'un côté, les confinements imposés et de l'autre, la restriction des échanges. Concernant les confinements, ceux-ci ont directement affecté le pouvoir d'achat et donc ce qu'on appelle l'accessibilité financière des consommateurs, notamment au travers des pertes d'emplois, réduction de salaire et aussi diminution de la production alimentaire chez les agriculteurs en déficit de main-d'œuvre. Par ailleurs, l'insuffisance de l'aide alimentaire apportée aux personnes les plus vulnérables, notamment par exemple par rapport aux étudiants, point sur lequel à l'université nous sommes particulièrement vigilants et avons mis en place des mesures de réponse relativement innovantes et continuons à le faire, mais aussi par exemple à d'autres niveaux, la suspension des paiements pour les travailleurs migrants ont mis ces populations en grande difficulté en impactant leur sécurité alimentaire. Sur la deuxième dimension, la restriction des échanges entraînées par la pandémie, elles ont contribué à aggraver les restrictions sur les échanges en les limitant et aussi en limitant du coup les revenus des pays exportateurs qui n'étaient plus autorisés à exporter leur production. Cela aussi agit sur nos importations, sur les importations des pays qui, pour certains, notamment pour ceux qui en étaient les plus dépendants, ont vu se refermer ces filets de disponibilité alimentaire pour les consommateurs. Donc on le voit ici, les effets les plus durables de la pandémie sont bien ces conséquences socio-économiques plus que sanitaires, notamment en termes d'aggravation potentielle de l'insécurité alimentaire pour les plus vulnérables. Et aujourd'hui, je n'ai pas le temps de les décrire, mais c'est quand même largement décrit, documenté, notamment en France. Après le premier temps de la réflexion, vient donc le deuxième temps de l'action, notamment afin de restaurer l'intégrité de nos systèmes alimentaires durement affectés par les crises. Comment peut-on envisager de s'y prendre, notamment pour amorcer la nécessaire transition alimentaire dont nous avons parlé, et comment faire pour y impliquer le plus grand nombre? Nous avons vu que du niveau global au plus local, nos systèmes alimentaires sont complexes. C'est donc à ces différents niveaux, à cette complexité, qu'il convient d'agir, notamment en facilitant les interactions, on va beaucoup y revenir, entre les différentes parties prenantes, les acteurs, et en cherchant à inclure ceux-ci dans les processus de décision. Et donc, il va falloir agir à ces différents niveaux, à un niveau macro, au niveau de la planète, à un niveau plus méso, celui des communautés les plus larges, qu'on peut définir comme des pays, des régions, des territoires, des villages, et enfin à un niveau plus micro, plus individuel, les individus, les familles, les ménages.
Aujourd'hui, les communautés, les pays, les régions ne vivent pas en autarcie, elles ne sont pas repliées sur elles-mêmes, mais elles interagissent entre elles, ainsi qu'avec leur environnement. Et donc, c'est des niveaux sur lesquels il va falloir travailler. Donc, c'est sur ce premier niveau d'interaction collective qu'il convient d'agir, en facilitant les mécanismes de régulation, notamment politiques, de ces interactions, plutôt que d'encourager les repliements communautaires ou les décisions unilatérales. On l'a trop souvent vu ces derniers mois. À un niveau plus micro, donc au niveau des individus, des ménages, on voit que ces entités, ces familles interagissent directement entre elles, comme en témoigne la multitude d'initiatives locales, par exemple, qui ont émergé pendant la Covid-19, mais souvent des initiatives très individuelles ou de petits groupes, mais aussi ces personnes interagissent avec leur communauté de rattachement et cherchent à en modifier l'itinéraire, mais aussi interagissent avec leur environnement. C'est donc aussi à ce deuxième niveau d'interaction, plus local, qu'il convient d'encourager, mais aussi la diversité d'initiatives et d'implications individuelles que cela préfigure. Les voies de résilience face aux chocs et aux crises qui nous menacent sont nombreuses et diverses. Bon, là, c'est un tableau, on va passer rapidement, mais une compilation qui a été faite par des chercheurs de l'INRA, aujourd'hui qu'on appelle l'INRAE, et qui ont regardé un certain nombre de menaces comme les changements climatiques, l'effondrement de la biodiversité, la dégradation, l'artificialisation des sols, l'épuisement des ressources énergétiques et minières, les instabilités politico-économiques, et ont proposé un certain nombre de voies de résilience. Chacun peut y trouver son compte et donc sa place. Juste à titre d'exemple, je vous mets ici en couleur et en gras les pistes de résilience sur lesquelles, qui me concernent plus directement en tant que technologue alimentaire au niveau des opérations de transformation alimentaire. Quelles peuvent être les recommandations que nous pouvons alors formuler pour la réflexion et l'action? En premier lieu, d'agir de façon systémique. J'insiste sur cette notion, notamment quand on veut avoir une vision globale, mais il faut aussi agir de façon analytique, plus fine, notamment quand on veut avoir des interventions plus locales. Et donc, en s'intéressant aux différents niveaux de nos systèmes alimentaires, aux acteurs, ce qu'on appelle les parties prenantes, bien comprendre ces cartographies d'acteurs et aussi bien comprendre leur mode d'interaction entre eux et avec leur environnement. En second lieu, de prendre en compte la complexité, même si ce n'est pas forcément le plus facile à faire, et la diversité de nos systèmes alimentaires. Donc ça renvoie vraiment à l'obligation de travailler de façon pluridisciplinaire, plutôt que de simplifier et de privilégier des points de vue. En troisième lieu, d'agir sur les causes les plus profondes des problèmes que nous rencontrons, plutôt que de simplement se focaliser sur les causes immédiates. On a vu, elles vont certainement nous faire remonter à des situations un peu plus difficiles à aborder, d'inégalité, de sexe, de genre, de situations politiques, peut-être sur lesquelles il faut intervenir. En quatrième lieu, bien travailler sur l'ensemble du continuum. Donc, pas simplement sur la réponse, plus ou moins immédiate, mais sur les phases de prévention. Et peut-être la situation actuelle nous permet de nous rendre compte qu'on n'avait pas assez anticipé ce genre de situation et qu'on a été peut-être pris au dépourvu. Et derrière, sur ces phases de réhabilitation, qu'on doit tout le temps avoir en tête, pas simplement apporter une réponse immédiate, mais réfléchir ces réponses pour permettre aux bénéficiaires de ces réponses de revenir le plus rapidement possible à une vie normale et pas simplement qu'on les laisse sur le terrain. Une fois que tout ça est terminé, comme on l'a trop souvent vu dans l'humanitaire, quand les 100 docteurs, les French doctors et autres, se sont souvent retirés brutalement et ont laissé les pays face à eux-mêmes. En cinquième lieu,
remettre l'homme au centre de nos préoccupations, ça me paraît primordial, et donc d'aller vers un humanisme militant qui doit irriguer jusqu'à nos choix techniques et qui trop souvent en manque de sens. Et je peux en parler au niveau de ma discipline. En dernier lieu, confronter la théorie à la réalité dans un double enrichissement mutuel, ce qui bousculera bien des chapelles et des conformismes de pensée. Au-delà des nouvelles pratiques participatives que nous venons de suggérer, c'est bien à un élan de responsabilité que nous obligent les impératifs de consommation durable, mieux acheter, mieux consommer, mais aussi mieux jeter. Ne plus être un simple consommateur, mais s'imaginer comme un consomme-acteur, conscient de la responsabilité qu'engagent nos achats, nos actes d'achat et de consommation. Toute action nécessite une évaluation pour pouvoir la partager, l'améliorer si c'est nécessaire, et c'est le troisième temps de notre démarche. À l'heure de l'accélération de la circulation des informations et devant les enjeux systémiques posés par les changements à opérer, comment faire pour ne pas biaiser cette évaluation par des partis pris réducteurs, des postures de circonstances, des intérêts partisans? Nous avons précédemment rappelé le droit à l'alimentation, mais nous devons également invoquer les devoirs qui nous incombent, dont celui de responsabilité citoyenne. C'est, nous semble-t-il, le seul garde-fou que nous pouvons recommander pour garantir au mieux une juste évaluation de nos politiques collectives, mais aussi de nos comportements individuels. Ainsi, le premier axe de vigilance doit viser la transparence et l'intégrité de nos décisions, de nos pratiques, notamment par une juste information de ceux à qui ces décisions sont destinées, et peut-être les inclure eux-mêmes dans les processus de décision, ce qu'on appelle des démarches inclusives, mais aussi par la mise en place de processus d'évaluation objectifs, argumentés, ouverts, plus transparents, qui ne soient pas simplement des faits d'experts. Le deuxième axe de vigilance doit permettre à chacun, individuellement ou collectivement, de se réapproprier son alimentation, retrouver le sens et le goût de l'acte alimentaire, être en capacité de transmettre ses connaissances, ses expériences, en un mot, sa culture alimentaire propre dans sa singularité et sa diversité, être souverain dans ses choix et ses décisions, et non pas devoir simplement exécuter ceux qui nous sont imposés par des effets de mode ou des stratégies plus ou moins affichées de certains groupes de pression. Au-delà de cet engagement et de cette responsabilité citoyenne, c'est bien de démocratie alimentaire dont nous parlons ici. En conclusion, nous pouvons nous interroger sur ce monde d'après qui nous attend après cette transition alimentaire dont nous avons parlé et qui va peut-être nous être imposée par ces chocs à venir dont j'ai parlé. Si nous revenons sur la pandémie actuelle de la Covid-19, sur laquelle beaucoup a été déjà écrit en termes de conséquences sanitaires, mais aussi économiques, je citerai les trois points repris par Jacques Littauer, relativement provocateur. Premier point, notre modèle économique de surconsommation ne répond pas vraiment et pas forcément à nos besoins essentiels. On s'en est rendu compte lors du confinement. Deuxième point, nous ne sommes pas condamnés à subir la pollution qui nous entoure et qui, on l'a vu, lors des confinements, a fortement diminué. Troisième point, nous perdons de vue les acteurs essentiels, ce qu'on appelle de première et deuxième ligne, et nous ne les valorisons pas comme ils le méritent. Une deuxième citation, extraite d'une tribune publiée récemment dans le journal Le Monde par deux membres de la Fondation Carasso, qui est une fondation qui s'investit énormément sur la transition alimentaire et accompagne de nombreux projets d'innovation sociale. Cette citation interroge la nécessaire dimension citoyenne que doit emprunter cette transition alimentaire, notamment si l'on privilégie le point de vue des laissés-pour-compte de notre système alimentaire actuel, ceux de plus en plus nombreux que l'on appelle les personnes en précarité. Donc un besoin de plus de justice sociale que tous ces chocs et ruptures ont brutalement fait remonter. Parmi les multiples initiatives recensées par la Fondation Carasso et dans différents documents qui sont aussi disponibles, j'en parlerai tout à l'heure, on parle ici notamment, ça peut peut-être intéresser la MGEN, de ces débats, notamment en cours de discussion à l'Assemblée,
sur la mise en place possible d'une sécurité sociale de l'alimentation. Quel changement de paradigme pourrait apporter la transition alimentaire que beaucoup appellent de leur vœu, mais que les situations de crise à répétition risquent de nous imposer? Si l'on prend l'exemple récent de la Covid-19, mais cela serait vrai aussi pour les autres grands chocs systémiques qui nous menacent, comme le réchauffement climatique, le bouleversement économique et migratoire, cette crise pourrait, devrait, nous donner l'occasion de réfléchir à un nouveau système alimentaire plus résilient face aux chocs, un système plus durable, plus sain, plus citoyen. Quels pourraient en être alors les nouveaux contours? Un système à taille plus humaine, avec des acteurs et des infrastructures de plus petite taille, à la place de l'actuelle course au gigantisme, avec une vision moins mondialisée, car recentrée sur ces territoires, relocalisée aussi en termes d'approvisionnement et d'échange, un système plus résilient, car moins consommateur d'énergie fossile et d'intrants, mais aussi réfléchi pour être plus robuste face aux perturbations et aux chocs. Un système résolument recentré sur l'humain et non plus seulement sur le profit et la rentabilité à court terme. Un système qui redonnerait du sens à l'acte alimentaire en reconnectant l'homme à son environnement, duquel nous nous sommes progressivement coupés. Un système qui redonnerait sa place à chacun en étant plus solidaire, plus inclusif, notamment en termes d'emploi. Donc ce monde d'après est-il envisageable ou tout cela n'est-il finalement qu'une nouvelle utopie qui passera dès que les difficultés apparaîtront et que nos vieilles habitudes reprendront le dessus? La Covid-19 nous a appris la facilité de l'échange virtuel, avec notamment le risque de se couper des autres ou de réalités trop dérangeantes. Elle a mis en avant de nouveaux modes de consommation et d'approvisionnement de proximité qui ont remis en cause, pour beaucoup, un certain nombre de nos habitudes. Pour autant, dans ce monde qui s'est presque arrêté, continuerons-nous à entendre la voix des oubliés, qu'on a un petit peu entendue lors des derniers mois, notamment dès qu'une certaine prospérité reviendra? Continuerons-nous à privilégier des modes de vie plus sobres et plus respectueux de la planète? On peut s'interroger quand on voit déjà les dérèglements des masques que l'on retrouve un petit peu jetés partout. Quelles peuvent être les voies de réflexion et d'action pour faire vivre cette utopie? Tout d'abord, si nous en avons la volonté, raffermir ce désir de changement par un travail collectif, multi-acteurs, notamment en n'hésitant pas à associer le privé et le public, multiniveau, on a vu, du global au local, à l'intermédiaire, multidisciplinaire, sciences exactes, sciences humaines, histoire, etc. Et en mettant en place de nouvelles formes de prise de décision et de gouvernance, plus participatives, plus respectueuses de la vie de chacun, notamment des moins favorisés, ce que nous avons appelé la démocratie alimentaire. Tout cela nous demandera de mobiliser de nouvelles ressources financières d'abord, en imaginant de nouvelles approches économiques capables de mobiliser efficacement ressources privées et publiques, mais aussi de prendre en compte les coûts induits ou cachés de notre système alimentaire et de nos modes de développement, ce qu'on appelle les externalités négatives et qui sont souvent occultées. Comment aussi éviter l'actuelle financiarisation de l'alimentation et la perte de souveraineté que cela peut entraîner sur notre alimentation. Ressources intellectuelles, enfin, et qui me semble particulièrement important à travailler, en étant imaginatif pour mobiliser toutes les formes nécessaires de connaissances, les savoirs, mais aussi les savoir-faire, les savoir-être. Bien sûr, le digital, mais toutes les possibilités de partage de connaissances dans les familles, ce qu'on appelait la transmission des savoir-faire, du patrimoine, dans les écoles, donc le rôle de l'école pour transmettre cette sensibilisation à l'alimentation, à l'aliment, mais à ces notions de développement durable au plus tôt, et aussi, par exemple, dans ce qu'on appelle les tiers-lieux, type Fab Lab, Food Lab, ces nouveaux laboratoires d'intelligence collective où on expérimente de nouvelles formes de partage libre, d'espace, de machines, de compétences, de savoir-faire, pour inventer et tester ensemble de nouvelles solutions. Je pense, j'espère vous avoir convaincu d'une certaine forme d'urgence à agir, mais devant l'ampleur et la complexité de la tâche, comment faire? Voici 10 conseils.
La démarche étant de commencer petit pour augmenter progressivement et monter en puissance. D'abord, essayez et testez-vous. Capitalisez ce que vous avez testé et obtenez ainsi pour vous-même et pour les autres de la crédibilité. Soyez surtout confiants, mais restez humbles, sans prendre le melon. Partagez, essaimer, évaluez collectivement ce que vous avez mis en place, co-construisez, soyez inventifs, mais restez critiques. Contribuez à un niveau plus global à agir, changer durablement, mais surtout, prenez du plaisir, rêvez, faites rêver les autres. Et n'oubliez pas qu'un jour, vous aussi, vous avez été petit. Alors maintenant, à vous de jouer. Et avant de terminer, je voudrais, comme je vous l'avais annoncé, reprendre un certain nombre de livres pour ceux qui souhaitent aller plus loin, qui sont des livres grand public, qui pour certains ont été introduits dans l'exposé. La plupart de ces livres, vous allez voir, sont très récents, ce qui témoigne de la vitalité du sujet abordé, qui réunit de très larges communautés de lecteurs assidus, mais aussi de contributeurs dans les nombreux groupes de discussion qui lui sont dédiés sur les réseaux sociaux et auxquels je vous invite vivement à participer. Donc, on va reprendre une dizaine de ces livres. Le premier, « Je manque donc je suis », qui a été édité par le Muséum d'histoire naturelle. C'est une très belle compilation de pratiques et d'objets alimentaires réunis par le Muséum d'histoire naturelle aux quatre coins du monde. La collection dont je vous avais parlé de l'inventaire culinaire de la France, même si c'est un petit peu daté, mais avec en particulier le volume dédié au Nord-Pas-de-Calais. L'histoire de l'alimentation, qui est une mise en perspective récente, très érudite de l'histoire de l'alimentation depuis l'aube de l'humanité, et les histoires de l'alimentation dont je vous ai parlé, de Jacques Attali, plus accessible, mais aussi très documenté. Hungry Planet, qui est un livre fantastique, un petit peu vieux, mais que j'utilise beaucoup en enseignement, vraiment à lire, à feuilleter, à relire, pour s'ouvrir à la diversité alimentaire dans le monde, présenté dans le livre sous forme de planches de fauteuil, de textes explicatifs détaillés, pour présenter ce que mangent pendant une semaine des familles représentatives d'une trentaine de pays différents. Et c'est très instructif de voir cette diversité de savoir-faire à travers les continents et de voir ce que ça raconte sur nos communautés. Sociologie de l'alimentation, coécrit par un collègue lillois, Philippe Cardon, et qui fait le point sur les différents comportements alimentaires et sur ce qu'ils disent de nos organisations sociales, de notre socialisation. L'alimentation à découvert et sciences culinaires, matières, procédés, dégustation, c'est deux très riches compilations grand public, écrites par des chercheurs qui appartiennent pour une grande partie à l'INRA ou dans des universités, mais qui expliquent de façon scientifique les mécanismes de la fabrication et de l'utilisation de nos aliments, notamment en cuisine, en faisant notamment la part belle à la gastronomie moléculaire, en expliquant les mécanismes, mais aussi parle de l'organisation de nos systèmes alimentaires. Sur la durabilité de nos systèmes alimentaires, Manger sain et durable de Denis Léron, mais aussi pour vous montrer que, je ne les ai pas trop cités, mais que beaucoup de choses s'écrivent à l'étranger, notamment en langue anglaise. Building More Sustainable, Resilient, Equitable and Nourishing Food System, qui a été publié très récemment par l'Académie des sciences américaines, ainsi que l'état de la sécurité alimentaire dans le monde en 2020 de la FAO, qui est une compilation très détaillée et documentée sur l'état de l'alimentation dans le monde. Et pour le dernier livre, Ensemble pour mieux se nourrir, d'Éric Denez et Alexis Génie, qui compile un certain nombre d'engagements associatifs et solidaires face à la transition alimentaire qui nous attend. Voilà, donc j'ai un petit peu débordé mes 45 minutes. J'en conclus, j'arrête ici mon exposé et puis je vais vous donner la parole. On a eu quelques questions dans le chat qui ont été posées. Alors, une première question. À un moment donné, vous avez évoqué le cas atypique de la France avec le nombre d'entreprises agroalimentaires très concentrées. Pouvez-vous préciser l'organisation des autres pays en Europe, par exemple, voire sur les autres continents, s'il vous plaît ? Il aurait falloir une heure.
Alors, bon, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un économiste de l'alimentation. Disons qu'en France, on a un tissu économique très fort. Alors là, j'ai cité les 300 plus grosses entreprises, hein, et qui, pour un certain nombre, notamment dans les entreprises Nord-Pas-de-Calais, sont parmi les leaders mondiaux. Mais on a aussi, et c'est assez spécifique de notre culture alimentaire, un énorme tissu de PME. Alors ça, on le retrouve dans un certain nombre de pays, on va dire plus méditerranéens, l'Italie, l'Espagne, peut-être un peu moins dans les pays anglo-saxons du Nord, qui sont traditionnellement plus concentrés en termes d'organisation d'unités de transformation. Alors ça sera d'autant plus vrai dans des pays très industrialisés comme les États-Unis, donc là où on a un système très fort, très structuré, et envahissant des entreprises de transformation, souvent à visée internationale. Mais ce que l'on observe, et c'est assez intéressant de le suivre, c'est que notamment dans cette dynamique de questionnement et de développement durable, on voit apparaître, même aux États-Unis, tout un tas de nouvelles petites initiatives qui se placent souvent sur et qui permettent de faire émerger des petites entreprises. Alors au début à caractère un petit peu social, mais on est aux États-Unis, hein, où il y a une finalité économique derrière, donc il y a tout un tas de business qui est en train de démarrer aux États-Unis autour de ces notions de développement durable et de mise à disposition de produits plus respectueux. Donc, je ne sais pas si je réponds précisément. Alors, pour l'Afrique, bien sûr, on est assez loin. On est pour beaucoup de pays dans le niveau de l'informel, qui n'est pas à négliger, hein. Alors, on n'est peut-être pas au niveau de la transformation plus structurée, mais il y a un vrai dynamisme de l'informel, hein, par exemple, pour les services, hein, les petites cantines de quartier, les mamas qui préparent des plats préparés et qui après, dans beaucoup d'autres pays, et notamment parce qu'ils sont accompagnés par des organismes comme la FAO ou d'autres organismes, qui après traduisent ça dans des outils un peu plus d'entreprise. Et bon, certains pays, peut-être un peu plus avancés, je connais un petit peu mieux la Côte d'Ivoire parce que j'interviens là-bas, notamment auprès d'une de ces entreprises, et qui, si j'ai une minute pour en parler, je trouve que l'exemple est assez, en tout cas pour moi, a été très stimulant. C'est une entreprise qui s'appelle PKL et qui a été mise en place au début, il y a une vingtaine d'années, par une jeune architecte qui n'avait pas du tout de compétences dans le domaine alimentaire et qui s'est approprié justement cette problématique de transformer des produits ivoiriens à destination des populations défavorisées face à ce qu'elle voyait, c'est-à-dire à l'envahissement des produits importés chers et qui participent à l'économie locale. Donc, elle a mis en place un petit atelier sur un marché, le plus grand marché d'Abidjan. Elle a mis en place dans une petite boutique, hein, comme Bill Gates dans son garage, elle a mis en place une petite boutique avec du matériel d'occasion pour faire des farines alimentaires, farines infantiles. Et puis petit à petit, elle s'est professionnalisée, elle a augmenté son volume, ses pratiques, elle a acheté un nouveau terrain et, bon, et maintenant, elle vient en compétition avec des entreprises mieux connus, hein, Danone, Unilever, Nestlé, hein, dont on retrouve les produits sur les linéaires. Et ce qu'elle a mis en place, c'est une unité de fabrication qui permet de faire vivre plusieurs milliers de petits producteurs de céréales locales, tout en ayant un produit de très bonne qualité, qui est sûr au niveau hygiénique. Et donc, des exemples comme ça, il y en a de plus en plus, hein, et il y a tout un tas d'organismes qui essayent d'accompagner cette transition, notamment en Afrique. Alors, je pense que c'est un petit peu plus avancé dans les pays d'Amérique du Sud, où il y a quand même une industrialisation un peu plus développée, mais où là,
on est certainement au niveau des PME, peut-être un petit peu moins au Brésil, où là, il y a vraiment de la très, très grosse agro-industrie. Et en Asie du Sud-Est, alors, bon, il y a le cas de la Chine, hein, avec un développement phénoménal et donc une forte agressivité au niveau des grosses entreprises. Mais dans tout un tas d'autres pays, on est au niveau, pour l'essentiel, du petit entrepreneuriat. Super. Alors, on avait une autre question. Vous nous conseillez de consommer plus de végétaux et plus local, mais finalement, comment est-ce qu'on peut adapter notre alimentation compte tenu du changement climatique qui paraît assez évident dans la région? Je ne vois pas trop la contradiction, hein. Je pense que chaque personne au niveau individuel, aujourd'hui, s'il en a la curiosité, peut aller trouver sur Internet, dans des librairies, tout un tas d'ouvrages bien écrits pour cuisiner différemment, cuisiner de façon appétante, en mobilisant plus des végétaux et peut-être en étant un peu plus curieux sur la diversité d'approvisionnement, en se restreignant peut-être pas uniquement sur des produits transformés, conserves, même si c'est quand même intéressant, mais en allant voir, notamment dans les circuits courts, ce qui est en train de se mettre en place en produits frais et il y a quand même une grande diversité qui commence à être disponible, surtout s'il y a une demande de la part des consommateurs. Et donc là, c'est vraiment la dimension citoyenne dont je parlais, hein. Je pense qu'en amont, aussi bien les distributeurs et par effet ricochet, les producteurs sont à l'écoute du consommateur, hein. C'est l'acte d'achat qui va tout dicter. Donc, si les consommateurs sont en demande, la distribution va s'adapter. On voit apparaître maintenant, même dans les grandes surfaces, les rayons bio, les rayons vrac, parce qu'il y a une demande. Et du coup, ça amène aussi, plus en amont, au niveau des producteurs, une demande peut-être de plus de bio, peut-être de plus de diversité, de nouveaux légumes, de réhabilitation des vieux légumes, alors qui avant est peut-être encore est trop présente de façon anecdotique. Mais moi, je suis convaincu que si vraiment il y a une mobilisation, une demande, une attente, tout ça, ça va modifier. Alors après, la question, c'est de savoir comment chacun se réapproprie, change ses modes d'alimentation, surtout en France, où on a quand même j'ai beaucoup insisté, hein, une tradition culinaire hein, qui est quand même très tournée vers la viande, dont beaucoup d'entre nous tirons encore du plaisir et sur lesquels, peut-être moins que d'autres pays, notamment des pays asiatiques, on est habitué à manger plus de légumes et de fruits. Mais moi, je n'ai pas trop de doutes sur l'inventivité, la créativité des gens dès que, quelque part, ils ont ces injonctions ou ce désir en tête. Alors, on avait une autre question. Alors, très intéressant, mais finalement, quel est le poids de notre politique en France face aux grands distributeurs et notamment sur l'autonomie des producteurs sur le choix des semences? Alors, ça bouge, hein, en fait, le fait justement qu'il y ait des groupes de pression, d'associations ou autres, et qui jouent de leur pouvoir, on va dire, le plus trivial, hein, le droit de vote notamment, hein, vis-à-vis de leurs représentants, c'est quand même des débats qui commencent aujourd'hui à remonter au plus haut niveau, au niveau notamment de l'Assemblée. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a des débats actuellement. Il y a eu une loi qui est passée il y a quelques mois, la loi Egalim, hein, qui a essayé de reconfigurer justement ce système alimentaire pour permettre de favoriser les circuits courts,
pour essayer de donner plus de pouvoir d'achat aux producteurs. Donc, les choses bougent, alors certainement pas aussi vite que les acteurs associatifs ou les personnes directement concernées, peut-être les agriculteurs le souhaiteraient, mais les choses bougent, notamment parce qu'il y a des groupes de pression et que, encore une fois, les individus, ceux qui s'organisent en collectif ou autres, font entendre leur voix, sont force de proposition. Donc, on a vu la Convention climat, donc c'est un des aspects. Alors, on peut s'interroger, est-ce que ça sera suivi, mis en application ou autre, mais ça veut dire qu'il y a des changements, il y a des lanceurs d'alerte, il y a des gens, des influenceurs qui apparaissent et il faut ne pas désespérer et utiliser ces moyens de communication. Moi, je suis persuadé que petit à petit, des choses vont changer. Alors, il y a des pays qui sont peut-être allés plus rapidement que nous sur ces aspects, parce qu'ils étaient peut-être plus en avance, notamment sur l'organisation du système associatif et l'importance du système associatif dans la vie politique. Hein. Je pense à l'Allemagne, je pense aux pays nordiques. Donc, c'est vrai que nous, c'est un peu des nouvelles pratiques. Hein. Cette démocratie alimentaire, elle est un petit peu nouvelle, mais il y a plein de super beaux projets qui arrivent et qui, quand même, aujourd'hui, font bouger les lignes. Hein. Il y a eu, alors on a parlé de précarité, il y a quand même des lois, par exemple, qui ont été passées par des politiques, mais à l'instigation de groupes de pression, par exemple, pour changer des choses qui étaient totalement aberrantes, qui était l'obligation pour les distributeurs de jeter les invendus. Ça, c'était ce qui existait il y a 5-10 ans et c'était un scandale pour tout le monde de voir qu'en même temps que les queues s'allongeaient au Resto du Cœur ou autres, les nécessiteux, les personnes qui en avaient besoin, ne pouvaient même pas aller dans les poubelles, entre guillemets, des supermarchés parce que ceux-ci n'avaient pas le droit de mettre leurs invendus aux poubelles. Et concrètement, pour s'en prémunir, ils versaient de la javel dessus. Donc maintenant, ça, c'est interdit. Hein, et non seulement c'est interdit, mais ça commence à être organisé. Donc, il y a des systèmes qui vont permettre d'apporter certaines garanties pour les organismes de collecte sur la qualité des invendus pour être sûr que ça reste consommable. Donc, il y a des choses qui bougent. Et encore une fois, parce que les gens à tous les niveaux s'emparent de ça et à mon sens, essayent et ça avancera d'autant mieux si on essaye de le faire, certes de façon militante, mais de façon argumentée et pas caricaturale. Donc là, je pense qu'il faut parier sur l'intelligence des gens. Alors, vous avez parlé des groupes de distribution. Bon, certains s'engagent dans le processus. Alors, c'est sûr qu'il y a des arrière-pensées commerciales, hein, mais Carrefour a fait du développement durable un de ses actes de développement. Alors, certainement qu'il y a une arrière-pensée, un intérêt commercial, mais au moins, peut-être, ça aide à diffuser des termes, diffuser des engagements. Et concrètement, par exemple, l'interdiction d'utilisation des sacs plastiques. Voilà, tout ça, c'est bien que les choses peuvent bouger, certainement pas assez vite pour certains, et du coup, il faut se mobiliser. Et encore une fois, la meilleure des mobilisations, c'est de ne pas acheter ce qui ne nous convient pas. Donc ça, si on parle des distributeurs, ils le comprendront très vite. Alors justement, pour faire le lien avec les distributeurs, on a plusieurs questions qui reviennent par rapport au fait de manger sain, de manger bio, de manger équitable, mais c'est souvent une alimentation qui revient plus chère au quotidien. Donc finalement, comment faire pour arriver à concilier à la fois une alimentation qui soit saine et bonne pour la santé et en même temps qui ne soit pas forcément plus excessive en termes de budget? Oui, bon, ça c'est une constatation hein, qui a été faite. Hein. C'est vrai que bon, pour caricaturer, c'est des approvisionnements un petit peu bobos. Hein, et c'est vrai que ça coûte plus cher, même si le différentiel
est en train de diminuer parce que ça devient de moins en moins des produits de niche, donc l'offre augmente et par conséquent, même si la demande augmente, le différentiel va se restreindre. Avant, c'était très cher parce qu'il y avait une offre très limitée. Maintenant, si de plus en plus d'agriculteurs passent au bio, bon, l'offre sera plus importante et peut-être, hélas, pour certains des agriculteurs qui ont tiré leur épingle du jeu, peut-être que les prix seront plus abordables. Après, tout ça, c'est un problème d'éducation aussi, hein, de sensibiliser les gens, de payer leurs produits dits de qualité au juste prix. Bon, je pense que vous avez tous entendu, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais la chute vertigineuse de la part que les foyers consacrent à leur alimentation dans les pays occidentaux et parmi les plus développés. Alors le pire, c'est les États-Unis, l'Australie. Nous, on est dans une bonne moyenne, mais avant, le poste alimentaire, c'était le poste principal des dépenses. Il y a encore les 3/4 de l'humanité où les principales dépenses du ménage, c'est l'alimentation. Et pour les gens, c'est une contrainte, mais c'est normal. Nous, maintenant, c'est devenu le deuxième et certainement le troisième poste de dépense, après les vacances, après les transports, après les outils de communication et de loisirs. Euh, donc, ça veut dire aussi, ça traduit peut-être un changement de priorité à titre individuel. Donc là, est-ce qu'on est obligé de l'accepter? La question que ça pose, c'est vis-à-vis des plus précaires, effectivement, ceux qui sont en problème d'accessibilité financière et qui, eux, n'ont actuellement pas forcément les moyens de se payer une alimentation de meilleure qualité. Du coup, il faut peut-être réfléchir à un niveau plus global sur d'autres systèmes d'intervention. J'ai mentionné tout à l'heure cette notion cette réflexion qui est en cours de sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire d'un ticket qui soit disponible pour chacun au titre du droit à l'alimentation, pour que chacun puisse avoir, via un mode de financement sur lequel on discute actuellement, hein, mais pour être sûr que chacun aura droit à un accès minimal à une alimentation de qualité, ce qui n'est pas le cas effectivement pour les personnes les plus défavorisées. Donc c'est bien parce qu'on observe que pour cela, ce n'est pas possible, qu'il faut peut-être réfléchir à de nouveaux systèmes de répartition, hein, et d'accès. Mais il y a plein de choses qui sont en train d'être testées. Alors, par exemple, au niveau de l'aide alimentaire, on peut faire le même constat, hein. Et bon, moi, c'est un domaine sur lequel, à titre aussi personnel, j'ai un petit peu travaillé. C'est vrai que la façon dont c'est organisé pose question. C'est quelque chose qui est quand même très tourné vers l'assistanat et qui est très dépendante du bon vouloir de ce que les plus nantis laissent, c'est-à-dire en gros les choses qu'on n'achète pas et du coup, en contrepartie, les gens qui collectent ces produits pour les plus nécessiteux n'ont pas tellement de moyens de pression pour être plus exigeants sur ce à quoi ils ont accès, avec l'idée peut-être dans la tête de beaucoup de gens que, bon, de toute façon, les gens qui n'ont pas les moyens, c'est déjà bien si on leur donne à manger. Non, on doit être aussi exigeant et pour les respecter et les faire accéder à la même alimentation que nous revendiquons. Donc ça, c'est vrai que ça demande une mobilisation, on va dire, citoyenne, hein, au niveau plus local, au niveau d'organisation. Et il y a plein de choses qui se mettent en place et qui, je pense, commencent à faire bouger les lignes. Mais du coup, de proche en proche, ça fait, comme dans les conseils que je donne à la fin, ça fait remonter à des niveaux plus généraux et notamment au niveau politique. Donc, même si ce n'est peut-être pas le lieu ici, mais c'est certainement un plaidoyer pour dire aux gens, vous avez non seulement un
pouvoir de vote, mais vous avez aussi, pour ceux qui le souhaitent, la possibilité de vous engager hein, dans la vie de la cité, et prenez-le. Prenez-le, ce pouvoir, revendiquez-le, et notamment sur l'alimentation, qui encore une fois est peut-être le grand oublié, hein, peut-être la variable d'ajustement. C'est tellement courant, c'est tellement pratique que finalement on l'oublie. On va parler du droit au logement, qui sont aussi fondamentaux, mais le droit à l'alimentation, c'est quand même fondamental. C'est quand même certainement ce qui est… on peut, hélas, vivre dans la rue, pas très bien, certainement, sans domicile fixe. On ne peut pas vivre sans manger, ni sans boire. Donc, c'est vraiment un besoin primaire, fondamental. Donc, il faut être convaincu, il faut soutenir les gens qui se battent pour ça, et il faut agir ensemble, à plusieurs, et de façon plus structurée. Voilà, merci à tous ceux qui ont écouté. J'espère que ça n'a pas été trop austère, trop académique, mais je voulais surtout l'ouvrir sur un cadre de réflexion et d'action. Je veux bien dire quelques mots, Céline Bouba, présidente de la section de l'Oise. Je remercie vivement M. Bouni pour cet exposé riche, et puis aussi pour ses précieux conseils pour agir à notre échelle. Alors, c'est sûr qu'on agit individuellement, mais pour une action collective. Et puis aussi l'association Delta 7 pour nous accompagner tout au long de cet événement, pour œuvrer dans la réussite de ce moment. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui, et très bonne journée. À tout de suite. À tout de suite.